Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de Gélie Robal, la nièce d'Hitler, et surtout les rumeurs qui entourent sa relation avec son oncle et sa mort. J'ai essayé de trouver les informations les plus véridiques possibles, donc à savoir que dès que vous ouvrez un livre sur la vie d'Hitler, il y a forcément un chapitre sur Gélie Robal, et il y a beaucoup de versions. Donc des fois, je donnerai plusieurs versions, ne sachant pas laquelle est vraiment véridique, parce que les gens qui les rapportent sont quasiment fiables. Les informations sur Gélie nous viennent aussi d'Émile Maurice, qui, nous le verrons, aura une relation avec Gélie et répondra à des questions aux Alliés lors de son arrestation d'après-guerre. Donc, Angela Maria Robal est née le 4 juin 1908 à Linz. Son père, c'est Léo Robal, qui est fonctionnaire des impôts, et il mourra en 1910. Et sa mère, c'est Angela Robal, la demi-sœur d'Hitler. Donc oui, il faut faire attention. La demi-sœur d'Hitler a appelé sa fille comme elle, et c'est pareil, Gélie a un frère et une sœur, et son frère s'appelle Léo Robal, comme son père. Donc son frère Léo Robal, qui est le neveu préféré d'Hitler, et qui lui mourra en 1977 en Espagne. Sa sœur, Elfriede, elle mourra en 1993. Donc c'est simple pour le calcul, son frère est plus vieux qu'elle de 2 ans et sa sœur est plus jeune qu'elle de 2 ans. Donc malheureusement, il y a des photos de Gélie petite, mais que je n'ai pas pu récupérer sur internet, donc on fera sans. Donc la petite Gélie, son frère et sa sœur grandissent sans leur père, et leur mère, qui est femme au foyer, va devoir trouver un travail, parce que en plus de ses enfants, elle s'occupe aussi de sa demi-sœur Paula, qui est elle la vraie sœur d'Hitler. Paula, qui est adolescente à cette époque, ses parents étant morts également, c'est la mère de Gélie qui la récupère chez elle. Donc elle commencera à chercher du travail en 1912, donc elle a peut-être fait des petits boulots, nous n'avons pas plus d'informations, mais en 1915, elle travaille dans une cuisine, dans un foyer d'éducation de jeunes filles. Et elle deviendra même chef de service. Enfin bon, c'est écrit directrice, mais je pense plutôt que c'est une sorte de chef de service pour les cuisines. Et même en 1920, elle deviendra encore chef de service dans une cuisine, mais là, dans une école pour jeunes filles juives à Vienne. Des années plus tard, les gens de l'école seront choqués d'apprendre que c'était la demi-sœur d'Hitler qui était dans leur cuisine. Donc vous pouvez imaginer que la famille Robal ne roule pas sur l'or pendant ces premières années. Il y a aussi une histoire d'héritage, et justement, Angela Robal, la mère de Gélie, demandera la part d'héritage à Hitler, parce que justement, elle a des enfants, et elle s'occupe aussi de la sœur d'Hitler. Et Hitler acceptera de donner sa part d'héritage. Nous le savons, Hitler, lui, voyagera de foyer en foyer avant d'intégrer l'armée lors de la Première Guerre mondiale. Donc nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Gélie à cette époque. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne voit pas son oncle lors de son enfance. Hitler, lorsqu'il part, il reviendra après en 1920, voire 1921 d'après certains historiens, et pas avant. Sa sœur Paula dira même, mais je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, qu'elle ne l'avait pas vu depuis 1908 et qu'un jour il reviendra à la porte comme s'il n'était jamais parti, et elle ne l'avait même pas reconnu sur le moment. Donc, si sa sœur ne l'a pas vu, nous pouvons supposer que Gélie non plus ne l'ait pas vu jusqu'à cette époque. Donc, ce que nous savons sur Gélie, c'est qu'elle n'est pas réputée pour aimer l'école, elle préfère la musique, principalement le chant, et elle aime jouer au tennis. Et en 1921, sa tante Maria Robal, qui est enseignante, emménage à Linz et devient la prof personnelle de Gélie.
début années 20, elle commence à voir son oncle de temps en temps. Et nous savons que le 14 juillet 1924, elle et son frère Léo rendent visite à leur oncle Hitler à la prison de Landsberg. Et d'après les informations que l'on a, ils discutent de leurs études. Léo veut devenir professeur et Gélie, elle redouble à cause de notes insuffisantes. Donc à cette époque, Gélie a 16 ans. D'après Hedwig Morris, donc la femme d'Émile Maurice, Émile, alors âgé de 27 ans, est en prison avec Hitler, et c'est à ce moment-là qu'il aurait flashé sur Gélie. Et semblerait-il qu'il lui a envoyé des lettres et qu'il a commencé une correspondance avec elle. Mais il n'y a aucune preuve pour confirmer cette info, et il n'y a aucune trace des lettres. Et après, pour petite précision, Gélie continuera à envoyer des cartes postales à son oncle en prison. En juillet 1906, il y a le congrès de Weimar, où il y a le rassemblement de Hitler avec ses hommes, et à ce moment-là, Hitler invite sa famille au congrès. Et Émile croise de nouveau Gélie à ce congrès. Encore d'autres informations nous disent que c'est à ce moment-là qu'Émile aurait flashé sur Gélie, mais d'après le journal intime de Goebbels, Émile lui raconte les déboires de son histoire amoureuse qui est certainement avec Annie Reborn, championne de natation. Le 24 juin 1927, Gélie obtient son bac et elle part en voyage de fin d'année avec sa classe à Munich pendant une semaine. Pendant cette semaine, Hitler organise une rencontre entre lui et la classe de Gélie au palais de Bruckmann pour l'heure du thé. Donc en gros, ils sont invités pour venir manger. C'est ce que les témoins diront. Il y avait des tables avec énormément de nourriture. Donc encore une fois, Émile à ce moment croise encore une fois Gélie, mais encore d'après les informations que l'on a, il court toujours après sa professionnelle de natation. En août 1927, Gélie et sa famille sont invités par Hitler pour une semaine. Donc ils vont aller à Nuremberg, à Weimar, à Bayreuth, à Berlin et à Hambourg. Et ils rallongeront leur séjour d'une semaine à Munich chez les Bruckmann. Donc pour information, je vais certainement faire un hors-série sur les Bruckmann. C'est un peu comme le couple Bernstein. C'est un couple très riche qui s'occupe d'Hitler. En octobre 1927, Gélie s'installe définitivement à Munich pour y entreprendre des études de médecine. C'est Wilhelm Bruckner, l'aide de camp d'Hitler, qui lui trouve le logement. Le logement est entre l'université et le logement d'Hitler. Donc à ce moment-là, Gélie commence à passer du temps avec son oncle et l'entourage de son oncle. Donc nous ne pouvons pas dire que Hitler est déjà possessif envers Gélie. Pour l'instant, elle fait sa vie et Hitler fait sa vie de son côté. Mais Hitler cède déjà aux caprices de sa nièce. Henriette Hoffmann, la fille du photographe, qui deviendra une amie de Gélie, dira « Je la revois avec son rire irrésistible, passer son bras autour du cou de Hitler et dire « Oncle Alf, allons faire un pique-nique près de Schiems ». Et la plupart du temps, il répondait à ses vœux. Et justement, lors de ces pique-niques, il y a Émile Maurice, Hoffmann, le père d'Henriette Hoffmann, il y a également Henriette Hoffmann, Bruckner, de temps à autre, il y a d'autres filles, et Puzzi, qui vient aussi de temps en temps. Donc il est dit que lors du pique-nique, Émile joue de la guitare, et Puzzi lit des articles dans les journaux étrangers. Et donc après le pique-nique, cela finit par une baignade dans les lacs d'à côté. Et pour information, Hitler lui ne se baigne pas, il trempe juste les pieds en faisant des ricochets avec des cailloux. Et les historiens à l'unanimité disent que c'est lors de ces moments, de ces sorties avec Émile, qu'Émile et Gélie se rapprochent et tombent amoureux. Et Émile Maurice dira sur Gélie, ses yeux étaient un poème et que ses cheveux étaient magnifiques, et les gens dans la rue se retournaient pour la regarder, bien que les gens ne fassent pas cela à Munich. Donc Émile Maurice est amoureux de Gélie, et Gélie également est amoureuse
d'Émile Maurice. Et Henriette Hoffmann dira qu'Émile était un homme sensible et qu'il y avait une tendresse malgré le fait qu'il était fier de se battre. Donc déjà dit dans le hors-série sur Émile Maurice, c'est le premier à se jeter dans la bagarre, dans les brasseries. Petite information, Émile Maurice fait également de la boxe. Donc ce qui est sûr, c'est que l'histoire d'amour entre Émile Maurice et Gélie commence en cette année 1927. Donc quand je dis relation, ce n'est pas obligatoirement sexuel, c'est plus des flirts entre eux. Donc ce qui devait arriver arriva, Hitler est informé de la relation entre Émile Maurice et Gélie. Tout bêtement, lors du mariage de Rudolf Hess le 20 décembre 1927, donc Hitler et Émile sont au mariage, donc la cérémonie, et lors du repas, Hitler s'esquive avec Émile dans une brasserie à côté. Hitler est très jovial et il suggère alors à Émile Maurice de se marier, en suivant l'exemple de Hess, et Hitler rajoute « Ainsi Maurice, je pourrais venir manger chaque jour chez vous si tu te mariais ». Donc pour information, Hitler va souvent chez les parents d'Émile Maurice pour manger ou boire le café, etc. Les deux frères d'Émile Maurice et leur père sont tous membres du NSDAP. Ses frères seront dans la SA et ensuite dans la SS comme Émile Maurice. Pour rappel, Émile Maurice a un grand-père juif. Donc pour en savoir plus, je vous renvoie sur le hors-série d'Émile Maurice. Donc, comme Hitler lui a tendu la perche en parlant de mariage, Émile saute sur l'occasion et avoue à Hitler qu'il est déjà fiancé secrètement et il est fiancé à Gélie. Et ainsi, il demande à Hitler son approbation pour un mariage. Cette proposition de fiançailles, il avait déjà proposé à Gélie, qui était folle de joie, et Émile Maurice s'attend à ce que Hitler soit également content. Donc Émile Maurice s'aperçoit tout de suite qu'il a fait une erreur. Il voit que le visage d'Hitler se déforme en colère. Hitler se lève et insulte Maurice et quitte la brasserie, tremblant de colère. Et Maurice restera seul à la brasserie, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Le lendemain, la dispute se poursuit dans l'appartement d'Hitler, où Émile Maurice et Gélie sont réunis avec lui. Donc n'oublions pas qu'à l'époque, l'appartement d'Hitler, c'est juste une petite chambre de bonne. Et c'est à ce moment-là que Hitler, dans son excès de colère, sortira son pistolet et menacera Émile. Et Émile Maurice dira même qu'il avait l'impression qu'Hitler allait lui tirer dessus. Gélie, elle, est en larmes, et Hitler dira à Gélie qu'Émile est horloger et chauffeur, et qu'il n'avait aucun métier digne de ce nom. Que Gélie est trop jeune pour se marier, et en plus, elle devait d'abord s'occuper de ses études. Et Hitler chassera Émile de son appartement. Donc encore une fois, Hitler, il montre ses émotions par des gestes, et le fait de sortir son pistolet n'est pas dit qu'il voulait vraiment lui tirer dessus, c'est plus pour faire montrer son mécontentement et le fait qu'il se sent trahi par son ami Émile Maurice. En sachant que Hitler connaît très bien Émile Maurice. Émile Maurice, c'est un queutard, il aime courir après les jolies filles sans vraiment être sérieux avec elles. Donc par la suite, Ilse Hess, donc la femme de Hess, vient parler à Hitler. Elle arrivera, semblerait-il, à le calmer. Et information que l'on a très peu, c'est que Hitler accepte ses fiançailles. La condition est qu'il faut que les amoureux attendent 2 ans avant le mariage. Et si Gélie n'est pas contente, elle retourne faire ses études à Vienne. Et Hitler arrêterait de l'aider financièrement, elle et sa famille. Donc sa mère, etc. Encore une fois, il ne faut pas prendre les menaces d'Hitler au sérieux, c'est plus pour lui faire peur. Hitler n'arrêterait pas de donner de l'argent à sa sœur pour une histoire d'amourette de sa nièce. Donc Angela Robal, la mère de Gélie, dira sur Émile qu'elle le trouve très sympathique et l'accepte volontiers comme gendre. Elle rajoute que la violente réaction de Hitler correspond à des principes de l'ancienne mode d'un oncle sourcilleux, et elle rajoutera qu'elle est contre un mariage aussi proche.
Donc elle est de l'avis d'Hitler qu'ils attendent 2 ans. Elle plaide pour une période de fiançailles plus longue. Donc nous ne savons pas réellement des intentions d'Hitler. Est-ce qu'il est vraiment d'accord pour ce mariage, mais il faut que sa nièce attende? Ou est-ce qu'il les sépare pendant 2 ans pour avoir la paix avec Gélie et pour que le temps fasse son travail et que Gélie passe à autre chose? Et Émile ira dans ce sens en disant: Hitler cherchait par tous les moyens à ce que Gélie m'oublie. Dans les semaines et les mois qui suivirent, il utilisa tous les moyens pour que l'oubli s'installe entre nous. Et donc c'est à ce moment-là qu'Hitler commence à prendre Gélie absolument partout avec lui. Aussi bien dans les réunions du NSDAP qu'au cinéma, au théâtre, au restaurant. Donc comme dit, le fait qu'elle fasse plein de choses, elle ne va pas penser à Émile Maurice. Et de plus, Hitler a un œil sur elle. Donc l'acceptation d'Hitler pour ce mariage, alors que nous savons qu'Émile Maurice a des origines juives, n'est pas une affabulation. Cela est tiré d'une lettre de Gélie écrite à Émile Maurice. Donc alors la lettre dit: Mon cher Émile, le facteur m'a déjà apporté 3 de tes lettres, mais je n'ai jamais eu autant de plaisir qu'avec la dernière. La raison en est peut-être que nous avons autant souffert ces derniers jours. Je n'ai jamais autant souffert que pendant ces 2 derniers jours. Mais cela devait arriver et c'était vraiment bon pour nous deux. J'ai maintenant le sentiment que ces journées nous ont unis à jamais. Nous devons être clairs sur un point. Oncle Adolphe exige que nous attendions 2 ans. Réalises-tu, Émile, 2 pleines années, pendant lesquelles nous pourrons nous embrasser, qu'ici ou là, et sous la surveillance d'oncle Adolphe. Tu dois travailler pour nous construire notre existence, et ainsi nous devons nous voir tous deux qu'en présence d'autrui, et je ne peux par ailleurs pas du tout. Donc après nous avons pas du tout, ça s'arrête là, parce que ce n'est pas visible, et après ça reprend. Je ne peux que t'offrir mon amour et t'être indéfectiblement fidèle. Je t'aime vraiment sans fin. Oncle Adolphe exige que je continue mes études. Oncle Adolphe est maintenant terriblement gentil. Je voudrais volontiers lui procurer une grande joie, mais je ne sais comment. Mais oncle Adolphe dit que notre amour doit rester totalement secret. Ce soir, je crois que je vais être totalement heureuse. Allons-nous nous voir le soir près de l'arbre de Noël, ou peut-être déjà dans le courant de l'après-midi. Cher Émile, je suis vraiment si heureuse que je puisse rester auprès de toi. Oui, nous allons nous voir souvent, et aussi être souvent seuls, c'est ce que oncle Adolphe m'a promis. Il est vraiment adorable. Imagine-toi si je devais maintenant être installé à Vienne. Je ne pourrais jamais être aussi longtemps loin de toi. Je ne peux m'imaginer abandonné à Vienne, bien que ma mère soit à Vienne. Tu serais ainsi resté à Munich, et cela, je le dois principalement à l'aide de Madame S. Au début, j'étais gêné qu'elle doive venir me voir, mais lorsqu'elle fut auprès de moi, elle était si adorable, elle était la seule personne qui croyait que tu m'aimais vraiment, et pour cette raison, j'ai gagné sa gentillesse. En espérant que tu recevras cette lettre dès ce soir, beaucoup de baisers de ta Gélie, je me réjouis déjà. Donc, nous pouvons voir que par cette lettre, Hitler a accepté cette relation, et Émile Maurice, comme nous le savons, continuera à être le chauffeur d'Hitler. Donc, nous pouvons voir que beaucoup de personnes de l'entourage d'Hitler diront beaucoup de choses sur Hitler et sa nièce, mais ils ne sont pas au courant de cette lettre, ni de la relation secrète entre Gélie et Émile, parce que cette lettre est réapparue en 1993, lorsque la femme d'Émile Maurice remettra ses objets à la vente. Donc, jusqu'à cette époque, personne n'était au courant qu'Hitler avait accepté cette relation. Donc, pourquoi cette relation prendra fin? Parce que il faut croire qu'Émile Maurice s'est mis des bâtons dans les roues tout seul. S'il n'aurait pas fait ce qu'il va faire, ce que nous verrons par la suite, peut-être qu'au bout de ces 2 ans, il aurait pu réellement se marier avec Gélie. Mais cela n'arrivera jamais. Donc, les rumeurs sur le fait qu'Hitler a viré Maurice en tant que chauffeur, il y en a une qui nous vient de Otto Stresseur, donc nous savons qu'il ne porte pas trop Hitler dans son cœur. Il dira que Hitler a dit à Émile de ne plus venir, et Émile lui a dit de le virer,
Sinon, il dévoile toute l'affaire. Donc, cela peut supposer l'inceste ou des choses comme ça, ce que Otto Stressé racontera par la suite. Ou encore, une autre personne dira que Hitler menace de virer Émile s'il voit encore Gélie, et comme il la voit par la suite, Hitler le vire. Donc encore une histoire étrange, parce que, comme nous avons vu la lettre de Gélie, cela ne concorde pas avec la réalité. Et la version la plus logique, c'est celle racontée par Puzzi, qui dira qu'Hitler était devenu, entre guillemets, chiant avec Émile, qu'il n'arrêtait pas de râler sur Émile. Si Émile, par exemple, se trompait de route, etc., Hitler gueulait. Et il oubliait aussi de payer Émile. Donc l'ambiance était devenue très mauvaise, et Émile finira par démissionner de son poste de chauffeur. Et c'est l'histoire la plus logique, parce que Émile Maurice portera plainte contre Hitler au tribunal du travail. Donc bien avant de porter plainte, Émile Maurice, le 1er août 1928, demande à Hitler une attestation de bons et loyaux services. Donc en gros, pour un autre travail. Et Hitler écrit « Monsieur Émile Maurice a été à mon service comme chauffeur de juillet 1921 à août 1923 et de février 1925 à janvier 1928. Monsieur Maurice s'est avéré être un chauffeur exceptionnel, particulièrement sûr et bien au-dessus de la norme. » Donc nous pouvons supposer qu'Émile Maurice se serve de cette attestation de bons et loyaux services pour justement porter plainte contre Hitler au tribunal du travail. Hitler n'ira pas au tribunal, il sera représenté par Max Amann, et Hitler est condamné à payer à Émile Maurice 800 marks. Donc c'est cette histoire qui fera qu'Émile Maurice s'est mis des bâtons dans les roues tout seul pour sa relation avec Gélie. Ou possible que Émile Maurice ait voulu se venger d'Hitler parce que Hitler faisait tout pour que Gélie soit écarté d'Émile Maurice. Après cette action contre Hitler, beaucoup de membres du parti tourneront le dos à Émile et Hitler demandera à Émile Maurice de se présenter devant le tribunal du NSDAP. Et la raison pour laquelle il doit se présenter devant le tribunal du NSDAP est de savoir pourquoi il a caché ses origines juives lors de son entrée au NSDAP, sachant que le parti est un parti antisémite. Donc Hitler aussi de son côté se venge sur son ami Émile. Et c'est là que le père d'Émile Maurice interviendra et dira que son fils ne savait pas que son grand-père était juif. Donc les historiens, pendant longtemps, prendront la version du père d'Émile Maurice en disant qu'Émile Maurice lui-même ne savait pas qu'il était juif et c'est pour cela qu'il s'est engagé avec Hitler, etc. Mais le fils d'Émile Maurice dit que son père Émile Maurice savait exactement que son grand-père était juif et qu'ils en étaient même fiers parce qu'il était célèbre. Et justement, le fils d'Émile Maurice dira que son père avait justement un portrait de son grand-père à côté d'un portrait d'Hitler sur un des meubles de la maison. Donc, qui croire, le fils d'Émile Maurice ou le père d'Émile Maurice qui veut défendre son fils au sein du NSDAP, en sachant que toute la famille Émile Maurice restera au sein du NSDAP et resteront également dans la SS. Et de plus, c'est que Julius Schreck, donc le cofondateur de la SS avec Émile Maurice, il surnomme Émile Maurice Moïchi, ce qui veut dire petit Moïse. Donc on pourrait se demander pourquoi un ami d'Émile Maurice et d'Hitler taquine Émile Maurice en l'appelant petit Moïse s'ils ne savent pas qu'il est juif. Et pour information, quand Julius Schreck appelle Émile Maurice Moïchi, cela embête Émile Maurice qui n'aime pas trop ce surnom. Mais ils sont quand même amis avec Julius Schreck, c'est plus une taquinerie pour s'embêter entre eux. Donc, avec ce coup d'éclat, de faire savoir à tout le monde, et non pas juste au cercle restreint d'Hitler, qu'Émile Maurice est juif, Hitler a définitivement stoppé la relation entre Gélie et Émile Maurice. Pourquoi ? Parce que la nièce du Führer du NSDAP ne peut pas se marier avec un demi-juif. Cela ferait tomber la logique du parti à l'eau.
Donc, à partir de ce moment-là, l'histoire entre Gélie et Émile Maurice est totalement finie. À l'été 1928, la demi-sœur d'Hitler, Angela, loue la villa de Haus-Waschenfeld pour 100 marks par mois au nom d'Hitler. Donc, c'est ce qui deviendra le Berghof. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit chalet qu'Hitler agrandira par la suite. Mais pour l'instant, ils sont encore que locataires, la propriétaire étant une sympathisante du NSDAP. Donc, la demi-sœur d'Hitler s'installera dans la villa avec ses 2 filles et une domestique. Et la demi-sœur d'Hitler deviendra la chef des domestiques de la villa d'Hitler. Et par la suite, quand tout cela s'agrandira, ils pourront recevoir des invités. La demi-sœur d'Hitler sait très bien tenir la villa et sait recevoir les invités. Les invités diront même qu'elle est très agréable, mais qu'elle est très dure envers le personnel. Donc Gélie aura également sa chambre à la villa, au Berghof d'Hitler, et elle passe ses étés au Berghof et l'année à Munich. N'oublions pas qu'à ce moment-là, Gélie suit encore des études de médecine, qu'elle arrêtera par la suite, nous y reviendrons. Et pour la petite histoire, il semblerait qu'Hitler avait d'abord demandé à sa sœur Paula de tenir la villa pour lui, mais qu'elle refusa et que c'est que sa demi-sœur qui prendra sa place. Après l'été, Gélie retourne à Munich pour continuer ses études. En septembre 1929, Hitler emménage au Prinzengartenstraße. Donc c'est un immeuble qui a été trouvé et payé par le couple Bruckmann parce que le Führer ne peut pas continuer à vivre dans son petit logement et il faut qu'il puisse recevoir des gens chez lui. Donc il y aura les 2 niveaux qui seront à Hitler, donc un niveau pour lui et le niveau supérieur pour les domestiques. Donc en domestique, Hitler a son ancienne logeuse et la mère de son ancienne logeuse qui eux s'occupent des tâches ménagères, aidés par une autre domestique appelée Anna Kirmer. Et il y a le couple Winter qui sont chargés de la cuisine et du service à table. George Winter, ancien sous-officier, était au service du général Epp et sa femme était au service de la comtesse Thoring. En octobre 1929, Gélie rejoint Hitler à son domicile. Hitler ayant plus de place, il peut recevoir sa nièce. Donc, pareil, pour information, il semblerait qu'au début, Hitler ne veut pas que Gélie vienne vivre chez lui, et c'est la demi-sœur d'Hitler qui insiste pour que Gélie parte vivre avec son oncle, justement pour que son oncle puisse avoir un œil sur elle. Mais Hitler dira également à sa demi-sœur que lui est toujours en vadrouille à droite à gauche. Mais finalement, il cède et Gélie vient vivre avec lui. Gélie profite, n'oublions pas que Gélie a grandi sans père, donc elle trouve en Hitler un père de substitution, et Hitler, lui, n'a vraiment jamais eu de femme avec qui il vivait, il n'a jamais eu d'enfant, donc le fait que sa nièce est là, il cède à tous ses caprices. Donc entre guillemets, par exemple Gélie, qui fait sa capricieuse des fois, demande certaines choses, Hitler refuse, et quand elle refuse, c'est parce qu'elle a déjà la chose. Un exemple, Hitler avait acheté un appareil photo à Gélie, et Gélie, par la suite, voulait un autre modèle, et Hitler dira non, il avait déjà le sien, et qui était beaucoup mieux que ce qu'elle demandait, et finalement, elle dira qu'elle l'achètera elle-même, et que lui répondra qu'elle n'avait pas d'argent, et elle dira qu'elle lui demandera à lui de l'argent. Donc finalement, quelle que soit la faille, elle arriverait à ce qu'elle veut, que ce soit lui qui l'achète, ou par la suite, quand il lui donnera de l'argent, elle se l'achètera elle-même. Donc, ce que les gens disent de Gélie, donc on a Émile Maurice qui dira « Hitler aimait la montrer partout. Il était fier d'être vu en compagnie d'une fille aussi séduisante. Il était convaincu qu'il impressionnait ainsi ses camarades du parti. » Baldur von Schirach dira « La fille aux côtés d'Hitler était de taille moyenne, bien développée, avec des cheveux noirs ondulés et des yeux bruns vifs. Une bouffée d'embarras rougit son visage rond lorsqu'elle entra dans la pièce avec lui et sentit la surprise causée par son apparition. Moi aussi je la fixai longuement, non parce qu'elle était jolie à regarder,
mais parce que c'était tout simplement étonnant de voir une jeune fille aux côtés d'Hitler lorsqu'il se présentait à un grand rassemblement de personnes. Ponctuel, à 11h, il se leva pour quitter la soirée avec Gélie, qui s'était peu à peu animée. J'ai l'impression que Gélie aurait aimé rester plus longtemps. Puzzi dira « Quand Hitler était avec Gélie, il était comme un adolescent amoureux, et Gélie se soumettait à ses goûts particuliers. » Baldur van Schirach rajoutera « Il la suivait dans les boutiques de mode et la regarda patiemment pendant qu'elle essaye tous les chapeaux. Il renifla les parfums français sophistiqués dont elle se renseignait dans les boutiques, et si elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait dans un magasin, il trottait après elle comme un agneau patient. Elle exerçait la douce tyrannie de la jeunesse, et il aimait ça. Il était plus gai, plus heureux. » Donc ça, c'est une information véridique. Beaucoup de personnes diront que Hitler, quand il était avec Gélie, il était plus gai et très heureux. Donc, encore une fois, si Hitler offre des cadeaux à Gélie, ce n'est pas, comme les gens disent, par relation amoureuse ou incestueuse, c'est que Hitler, dans sa nature, aime faire des cadeaux aux gens. Il ne regarde pas l'argent qu'il dépense. Par exemple, une histoire, lors de Noël, quand il sera chancelier, une équipe achètera des cadeaux avec l'argent d'Hitler et ils étaleront les cadeaux sur une table et c'est Hitler qui décidera quel cadeau ira à qui. Donc les cadeaux, ce sont pour les gens de la chancellerie, aussi bien femmes de ménage, garde du corps que proches d'Hitler. Il offre des cadeaux à tout le monde avec ses propres deniers. Et par exemple, une autre histoire aussi, racontée par une voisine d'Hitler, Oberghof, elle dira que quand il n'était pas encore chancelier, il n'était pas encore connu, il venait d'arriver et il était quasiment perdu dans la montagne et il cherchait la route pour aller au village. Il cherchait une épicerie et la femme lui indiquera la route et Hitler, lors de son retour, avait acheté des sucettes et des caramels pour ses enfants. Donc la femme dira qu'il ne fallait pas et Hitler il dira que c'est normal parce que elle était très gentille. Donc c'est dans la nature d'Hitler d'offrir des choses aux gens. Donc là, imaginez, c'est sa nièce. Il est encore plus serviable avec elle. De plus, pour ne pas que Gélie commence à penser aux hommes, comme Émile ou d'autres, le fait qu'il lui achète tout, il doit certainement penser qu'elle ne va pas chercher à trouver des hommes pour sortir avec eux. Si, entre guillemets, on peut se placer dans la tête d'Hitler. Donc, la femme de Hesse dira « Ce n'est pas qu'elle était si jolie, mais elle avait le charme viennois. » Puzzi rajoutera encore que c'est une fille de petite vertu, à la tête vide. Donc là, je dis soft. Puzzi, quand il le dit, il est un peu plus extrême. Et la femme de Puzzi dira que Gélie est une fille jolie, plutôt sérieuse. Hoffmann, le photographe, dira que c'était une charmante jeune fille qui, avec sa manière insouciante, arrivait à captiver tout le monde. Et Henriette, Hoffmann dira de sa copine qu'elle était grossière, provocante et un peu querelleuse. Et Patrick Hitler, le neveu d'Hitler du côté anglais, dira « À cette époque, Gélie ressemblait plus à une enfant qu'à une femme. On ne pouvait pas l'appeler jolie, mais elle avait un grand charme naturel. Elle portait des chapeaux et des vêtements très simples, des jupes plissées et des chemisiers blancs. Aucun bijou, sauf une croix gammée en or que lui avait donnée l'oncle Adolphe, qu'elle appelait oncle Alf. » Donc, beaucoup d'informations sur l'aspect de Gélie. Beaucoup de témoins de cette époque parleront de Gélie. Mais je mettrai des guillemets sur ce que Patrick Hitler dit sur sa cousine, parce que dans le portrait que je viens de vous faire, c'est dans une lettre qu'il a écrite à sa mère qui est plus longue, il dit que Gélie est blonde aux yeux bleus et que Gélie lui aurait dit que son père est mort pendant la guerre et c'est l'oncle Adolf Hitler qui se serait occupé financièrement de sa famille. Donc, lettre bizarre qu'il a écrite à sa mère, est-ce que c'est une lettre écrite après la guerre, antidatée pour pouvoir la vendre à des journalistes, etc. Est-ce que Patrick aurait menti à sa mère? Parce qu'il faut savoir que Patrick Hitler ira également en camp de concentration, il s'embrouillera avec son oncle, parce que justement il fait des recherches sur ses origines, et Hitler ne veut pas ça. Et de plus, d'après des témoins, Patrick Hitler, quand il retourne en Allemagne, parce que il n'a plus de travail en Angleterre, à cause de son nom, eh bien en Allemagne il abuse de son nom.
comme quoi il est le neveu d'Hitler, donc il profite. En gros, il arrive en retard au travail, il roule comme un débile sur la route, il drague toutes les filles, même au travail il est arrogant, enfin bon bref, il profite de la situation de son oncle, ce qui ne plaît pas à Hitler. Donc, nous pouvons imaginer que les lettres qu'il écrit à sa mère ne sont peut-être pas véridiques, ou que c'est des lettres écrites après la guerre. Ou encore, un truc que j'ai pensé, mais c'est un peu gros, c'est que Gélie, comme il ne connaissait pas sa cousine Gélie, est-ce que Gélie n'aurait pas pris une autre fille pour se faire passer pour elle, en face de son cousin Patrick, en gros, pour rigoler ou faire une farce. Parce que le fait de dire que sa cousine est blonde aux yeux bleus, bon, il y a un petit problème dans l'information, même si les photos d'époque sont en noir et blanc, nous pouvons vite deviner que Gélie est brune, et de plus, Baldur von Schirach et Emile Maurice, bon, les gens qui parlent de Gélie disent qu'elle est brune, avec des yeux bruns. Et de plus, le père de Gélie n'est pas mort à la guerre, il est mort bien avant. Enfin bon bref, les lettres de Patrick Hitler, je les prends avec des pincettes, bien que dans certains livres sérieux d'historiens qui parlent de Gélie, ils prennent les lettres de Patrick au sérieux. Après, je ne suis pas historien, je n'ai pas toutes les informations en main, mais enfin bon, de mon côté, je les prends avec des pincettes. Donc Hitler dira à Otto Wagner, justement, sur sa relation avec sa nièce, « Je peux m'asseoir à côté de jeunes femmes qui me laissent complètement froid. Je ne ressens rien, elles m'irritent en fait. Mais une fille comme la petite Doffmann ou Gélie, je deviens gai et brillant. Je n'ai qu'à m'asseoir à côté d'eux pendant 1 heure à écouter leur bavardage, même stupide, alors je suis libéré de toute lassitude et de toute apathie. Je peux retourner au travail revigoré. » Donc ça aussi c'est une réalité sur Hitler. Il aimait être en compagnie des femmes, discuter de tout et de rien et de raconter des conneries avec elles. Nous le voyons dans le journal intime de Goebbels. Des fois Goebbels est en compagnie de Hitler et des autres femmes. Et Goebbels dit qu'il joue de la musique ou qu'il sort faire un tour, parce que les conversations des femmes, en gros, lui font mal au crâne. Et il dit que lui, Hitler, est content, il reste avec elle, et justement, il raconte des conneries. Et justement, Hitler, quand il parlera de Gélie, il dira d'elle que c'est sa bonne camarade. Et Gélie dira à plusieurs reprises à une amie que son oncle n'a pas vraiment un comportement d'adulte, même s'il s'efforce parfois de s'en donner les apparences. Donc là aussi, c'est à peu près véridique parce que Eva Braun dira à peu près la même chose. Quand Hitler est dans l'intimité avec Eva Braun, ce n'est pas la même personne que devant tout le monde. Il est plus naturel et comme je vous l'ai déjà dit, Hitler a plus un tempérament flemmard, il marche d'une façon flemmarde, il ne prend pas les choses au sérieux et pareil, il aime bien dire des conneries, déconner sur plein de choses. Et Eva Braun le surnommera même le maladroit. Donc alors, comme Gélie est chez Hitler et qu'elle est toujours avec Hitler, Hitler devient un peu plus possessif envers Gélie, donc il surveille ses moindres faits et gestes. Et le SA Wilhelm Stocker, qui était souvent de garde devant le logement d'Hitler, dira « Plusieurs fois, quand Hitler était absent, pendant plusieurs jours, lors d'un rassemblement politique ou s'occuper des affaires du parti à Berlin ou ailleurs, Gélie fréquentait d'autres hommes. J'aimais moi-même cette fille, donc je n'ai jamais dit à personne ce qu'elle faisait, ni où elle allait pendant ses nuits libres. Hitler aurait été furieux s'il avait su qu'elle était sortie avec des hommes comme un violoniste d'Augsbourg ou un moniteur de ski d'Innsbruck. Donc, information aussi à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas retrouvé de traces de cet individu et en plus cet individu par la suite donnera d'autres informations un peu farfelues entre Hitler et sa nièce, donc information à prendre avec des pincettes. Donc ce qui est sûr, c'est que Hitler est toujours avec Gélie. Quand Hitler est présent à Munich et qu'elle veut sortir, elle doit être chaperonnée par quelqu'un. Mais quand Hitler est absent, Gélie fait sa vie toute seule et elle profite de sortir. Et il semblerait que Hitler doit être au courant parce que quand les domestiques savent que Gélie sort, ça ne leur semble pas bizarre, c'est tout à fait normal pour eux. En octobre 1930, nous avons une petite histoire racontée par Julius Schaub. Donc Gélie voulait aller à la fête d'octobre, qui se déroule à Munich.
Donc en gros, c'est bière, viande et musique. Et Gélie sera accompagné par Schaub et sa femme, et par Schwartz et sa femme. Donc le groupe rencontre Hoffmann, le photographe, qui est accompagné d'une blonde qui a 16-17 ans, et Hoffmann présente la blonde comme sa nièce. Gélie est énervée parce que tout le monde sait que ce n'est pas sa nièce, et justement Gélie est énervée parce qu'il dit sa nièce. Et elle s'imagine ce que les gens pensent quand Hitler la présente en disant que c'est sa nièce, alors qu'elle est vraiment sa nièce. Quoi qu'il en soit, Hoffmann s'installe sur la table à côté de la leur, et Gélie ne fait que critiquer la jeune fille blonde qui est à table avec Hoffmann, l'appelant la jeune fille singe parce que elle a des queues de singe dessinées sur ses manches. Et la jeune fille blonde en question n'est autre qu'Eva Braun, que justement elle recroisera dans le studio d'Hoffmann, et quand elle la verra au studio d'Hoffmann, elle sera surprise en disant « La jeune fille singe est là ». Donc après une autre question, pourquoi est-ce que Hoffmann présente Eva Braun comme sa nièce et non comme son employée? Cela est une autre question. Une autre anecdote, en 1931, lors du carnaval de Munich, Gélie encore une fois veut sortir, et Hitler, lui, ne veut pas sortir. Et Hitler l'autorise à sortir que si elle est accompagnée de Hoffmann, le photographe, et de Max Amann. Et les règles, c'est qu'elle ne pourra danser qu'avec eux. De plus, Gélie s'était déguisée, et Hitler trouvera son déguisement grotesque, et elle ira en robe blanche. Et Hoffmann, par la suite, dira à Hitler « Gélie manque de liberté. Elle souffre à cause de la surveillance constante. Elle est malheureuse. Je l'ai remarqué lors du bal. Elle n'a eu aucun plaisir. Voulez-vous qu'elle vive si seule, si isolée de ceux de sa génération ?» Et Hitler répond qu'il est très préoccupé pour l'avenir de sa nièce. Il se réserve le droit de veiller sur son cercle d'amis pour éviter les mauvaises influences jusqu'à ce qu'elle trouve l'homme qu'il lui faut. Il rajoutera « Ce que Gélie considère comme une contrainte n'est que de la prudence. Je veux l'empêcher de tomber entre les mains de quelqu'un qui ne lui convient pas. » Donc cela montre encore les sentiments d'Hitler envers sa nièce, n'est pas les sentiments d'un amant amoureux, incestueux envers sa nièce, mais de quelqu'un qui pense au bien-être de sa nièce, un peu trop même. Et en même temps, pendant que nous y sommes, beaucoup de personnes de l'entourage d'Hitler diront que Gélie est très naïf, très joyeuse, et rigole tout le temps, et qu'en gros tout le monde est gentil, et elle pourrait croire n'importe quelle histoire. Mais Henriette Hoffmann dira que Gélie a un cœur d'artichaut. Donc le fait qu'Hitler est toujours avec sa nièce et qu'il est gay, les gens de son entourage commencent à parler de relations incestueuses entre l'oncle et sa nièce, comme par exemple l'histoire du père Bernard Stempfl qui dira qu'Hitler couche avec Gélie. Ou encore Otto Stresser qui dira qu'à la suite d'une grosse dispute avec Hitler, Gélie lui a dit qu'elle aimait vraiment Hitler, mais elle ne pouvait plus le supporter. Sa jalousie n'était pas la pire des choses, il lui demandait des choses qui étaient simplement dégoûtantes. Elle n'avait jamais imaginé que de telles choses pouvaient arriver, et elle lui a décrit des scènes d'urologie et de scatologie. En gros, Hitler lui demandait de lui uriner dessus et de lui déféquer dessus. Donc cette histoire vient d'Otto Stresser, et nous savons qu'Otto Stresser ne tient pas Hitler dans son cœur. Donc encore une fois, on pourrait se demander pourquoi Gélie, une jeune fille, irait se confier non pas à sa mère ou à une amie, mais à une connaissance de son oncle. Et une autre histoire à peu près dans ce sens, le SA que je vous disais qui gardait sa porte et qui voyait Gélie partir avec des hommes, et dira aussi qu'après une dispute, Gélie était descendue, elle lui a parlé, et en gros elle lui disait que Hitler lui demandait de lui uriner dessus. Encore une fois, on pourrait se demander pourquoi une jeune fille va se plaindre au gars qui garde la porte d'en bas. Et Puzzi dira également une histoire, comme quoi Karl Anton Reichel, qui fréquente les mêmes brasseries d'Hitler, lui aurait dit que Hitler lui avait fait montrer une lettre qu'il avait écrite à Gélie, rédigée
en termes romantiques et qu'il y avait un dessin pornographique de Gélie dessiné par Hitler lui-même. Donc encore une fois, pourquoi Hitler, qui garde sa vie secrète envers sa famille, etc., irait raconter à une fréquentation de bar des histoires romantiques incestueuses avec sa nièce Gélie et lui ferait montrer par la même occasion des dessins pornographiques de Gélie. Cela aussi est une histoire un peu étrange, mais que Puzzi rapporte. Après, il y a aussi une autre histoire qui parle encore de dessins pornographiques de Gélie. C'est qu'il y a l'histoire d'un maître chanteur, comme quoi Hitler aurait demandé de l'argent à un membre du parti nazi pour les remettre à un maître chanteur. Le maître chanteur aurait des photos de Gélie nues, dessinées, et que ces dessins seraient aussi d'Hitler. Que le maître chanteur l'aurait retrouvé dans la boîte à gants de sa voiture, les aurait volés et ferait chanter Hitler. Et une fois qu'Hitler a récupéré les photos, il aurait demandé à ce qu'ils soient mises dans le coffre-fort de la Maison Brune. Donc, encore des choses étranges sur cette histoire, c'est que Hitler a bien des voitures, mais il a des chauffeurs, donc pourquoi irait-il cacher des photos de Gélie nue dans la boîte à gants d'une voiture que d'autres personnes conduisent et qui ont accès également à la boîte à gants? Pourquoi le maître chanteur a reçu de l'argent et non pas des SA ou des SS qui lui auraient réglé son compte et qui n'auraient coûté aucun marque? Et de plus, après, pourquoi dans l'histoire, Hitler aurait fait cacher les photos de Gélie dans le coffre-fort de la Maison Brune, alors qu'encore une fois, il n'est pas le seul à avoir accès à ce coffre-fort. Donc encore des histoires étranges, et après toujours des histoires aussi de relations incestueuses entre Hitler et sa nièce, racontées par l'ami d'une amie, qui l'a raconté à la femme d'un membre du parti, donc toujours des histoires racontées par l'ami d'une amie d'une amie. Donc tout cela pour dire qu'à l'unanimité, les historiens disent bien qu'entre Gélie et Hitler, il n'y a jamais eu de relation incestueuse. Donc si vous voyez dans un livre, dans un documentaire ou un historien sur un plateau télé parler de relations incestueuses entre Hitler et Gélie, c'est des conneries. C'est juste pour dire encore une fois, Hitler c'est le méchant, il était taré. Mais dans la réalité, les vrais historiens sur Hitler nous disent qu'il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens. Gélie aimait bien Hitler, qu'elle prenait comme un père de substitution, tout le monde le dira. Donc Hitler prenait sa nièce pour un membre de sa famille, certes un peu trop possessif, mais en même temps, nous sommes dans les années 1930. Je suis sûr que si vous parlez à vos grands-parents, s'ils sont encore vivants et qu'ils ont vécu à cette époque, même en France, les gens de la famille étaient comme ça à l'époque. Mais avec le temps, elle commencera à en avoir marre. Il faut dire aussi que Gélie prend de l'âge. Et Henriette Hoffmann dira que Gélie trouvait le comportement de contrôle d'Hitler désagréable. Elle était flattée qu'Hitler, qui est si sérieux et qui savait cacher ses sentiments à tout le monde, se lâche avec elle. Il était galant et très généreux, mais il était intolérable qu'il veuille la materner à chaque pas et ne l'autorisait pas à parler à quelqu'un à son insu. Et justement, beaucoup de personnes dans l'entourage de Gélie diront que des fois, quand elle était en sortie avec Hitler, elle avait l'air blasée et elle aurait préféré être ailleurs. Donc alors, pour continuer sur l'histoire de Gélie, Gélie abandonne ses études de médecine et décide de faire du chant. Donc elle en parle à Hitler et Hitler accepte que Gélie veuille faire du chant et l'encourage même dans cette voie. Et Hitler engage le chef d'orchestre Adolf Wolg comme professeur particulier. Donc on pourrait se dire que n'importe qui aurait dit à Gélie de rester dans les études de médecine plutôt que partir en tant que chanteuse. Mais Hitler, lui, il prend son histoire personnelle. Il dira à plusieurs reprises en parlant de l'école que ce n'est pas normal, que c'est un professeur qui décide de l'avenir d'un élève et que l'élève doit faire ce qui lui plaît. Donc il prend son histoire personnelle, lui il était bon en peinture et n'a pas pu, grâce à l'école, continuer dans cette voie. Et lui il dira que par exemple si quelqu'un est bon en musique, il faut que l'école fasse tout pour qu'il s'améliore dans cette voie.
Donc par exemple pour lui, jusqu'au collège on apprend les maths, etc. pour connaître les bases. Mais une fois que l'on sait exactement ce que l'on veut faire et qu'on a le don pour ça, il faut vraiment que la personne parte dans cette voie et que l'école le pousse dans la direction que l'enfant a choisie. Pour lui, il ne faut pas contraindre l'enfant à partir dans une autre voie. Donc, lorsque Hitler apprend que sa nièce n'est pas faite pour la médecine et veut faire du chant, il met tout en œuvre pour que ses études de chant aboutissent. Donc, pour information, ses professeurs de chant diront qu'elle était un peu flemmarde et qu'elle n'aimait pas trop travailler. Elle était un peu feignante. Donc, nous allons arriver au moment de la mort de Gélie. Donc, Gélie, l'été avant sa mort, elle le passe au Berghof avec sa famille et son frère Léo, qui est là-bas pour quelques jours, dira qu'il a vu sa sœur et qu'elle était joyeuse comme d'habitude et qu'elle ne semblait pas dépressive. Et d'après la mère de Gélie, Gélie voulait se fiancer en septembre avec un violoniste de Linz, 16 ans plus âgé qu'elle a rencontré à Vienne. Donc cela peut être choquant, mais à l'époque, les jeunes filles se marient souvent avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Donc la mère de Gélie, aidée de son demi-frère, mettront fin à cette relation, et la mère de Gélie fera comprendre au violoniste et à Gélie qu'il devait attendre encore 1 an avant de se fiancer. Donc encore une fois, est-ce que c'est la même technique qu'Émile Maurice, faire attendre pour que Gélie passe à autre chose? Cela est une autre question. Donc Hitler demande à Gélie de revenir à Munich, ce que Gélie fait. Et le 17 septembre, la veille du drame, Hitler prend son repas du soir avec Gélie. Cela se passe dans le calme. Et Gélie va à un spectacle au théâtre. Donc Gélie demandera à Hitler de sortir avec elle au théâtre. Mais Hitler ne voudra pas. Il prépare son discours pour Hambourg. Donc il ne sort pas. Et Gélie sort au théâtre avec la femme de Julius Schaub. Lors de la soirée, la femme de Julius Schaub dira que Gélie était absente et triste. Et quand elle demanda ce qu'il y a, Gélie dira qu'elle est fâchée. Donc il semblerait que Gélie est fâchée parce que Hitler l'a fait revenir du Berghof alors que lui-même est absent. Donc elle a bien compris que Hitler l'a fait venir à Munich pour justement l'éloigner de son éventuelle fiançaille avec ce violoniste de Linz. Donc le 18 septembre, Hitler doit partir à Nuremberg. Lors du repas du midi, Hitler et Gélie sont ensemble et lors du repas, ils ont une discussion un peu enflammée. Donc les gens diront dispute, mais d'après la gouvernante, elle dira que c'était certes une conversation d'opposition, mais rien de bien méchant. Et de plus, d'après certaines informations, Gélie aide Hitler à faire ses valises. Donc, on pourrait penser qu'il n'y a pas eu une dispute de fou et qu'ils ne sont pas énervés l'un envers l'autre. Au moment du départ, Hitler est dans la rue. Donc, dans la rue, il y a le photographe Hoffmann qui est avec Hitler. Et Julius Schaub et Julius Schreck, eux, sont dans le véhicule à attendre Hitler. Donc, il est dit, au moment de partir, donc il y a 2 versions à l'histoire. Et les 2 versions sont racontées par Henriette Hoffmann. Donc, est-ce que les historiens ou les journalistes qui ont pris ces histoires l'ont déformé, ce qui est arrivé souvent? Après la guerre, beaucoup de journalistes sont partis poser des questions à droite, à gauche, et ont déformé les versions des personnes, ce qui peut être possible. Ou est-ce que Henriette Hoffmann a donné 2 versions? Donc alors, nous avons la version où Gélie accompagne Hitler jusqu'en bas, et elle dit « Au revoir, oncle Alf, au revoir, monsieur Hoffmann ». Hitler monte les quelques marches et échange quelques mots avec Gélie, et ils prennent la route. Et l'autre version, c'est que Hitler est prêt à monter dans la voiture. Gélie est au balcon, elle dit à son oncle « C'est toujours non », et Hitler dit « Pour la dernière fois, c'est non ». Et Hitler monte dans la voiture et ils s'en vont. Dans tous les cas, nous sommes sûrs que Gélie est bien vivante au moment du départ d'Hitler et que toutes les théories comme quoi c'est Hitler qui l'aurait tué tombent à l'eau.
Donc, d'après la gouvernante, une fois qu'Hitler est parti, Gélie passe son temps au téléphone avec son amie Elfie Sandtaber et elle écrit des lettres. Et elle aurait dit à Madame Winter, je vais au cinéma avec une amie, ne me préparez pas à dîner. Les époux Winter quittent l'appartement d'Hitler à 17h et vont dans leur logement. Et il ne reste que l'autre gouvernante qui est un peu sourde. Gélie, par la suite, part dans la chambre d'Hitler, prend le pistolet d'Hitler, s'enferme dans sa chambre et plus personne ne la verra vivante. Donc, Gélie sait se servir de l'arme. En effet, Hitler insista pour que Gélie et Henriette reçoivent une formation aux armes. On leur a appris à la démonter, à la nettoyer, remonter l'arme et tirer. Donc au Walter 635 d'Hitler. Henriette dira que Gélie et elle aimaient ça car ça leur donnait l'impression d'être des personnages de western. Malheureusement, cette journée du 18 septembre, Gélie va se tirer dessus avec l'arme. Et elle ne sera retrouvée qu'à 10h le lendemain matin, donc le 19 septembre. Donc nous avons les rapports de police de l'époque. Donc George Winter, je suis employé dans la maison d'Hitler en tant que domestique. Ce matin à 9h30, ma femme m'a dit que quelque chose devait être arrivé à Robal, car la porte de sa chambre était verrouillée et le pistolet d'Hitler, qui était gardé dans la pièce latérale dans une armoire déverrouillée, n'était plus là. J'ai frappé à sa porte à plusieurs reprises, mais je n'ai eu aucune réponse. Je suis devenu soupçonneux et, à 10h, j'ai pris un tournevis et j'ai ouvert de force la porte à 2 battants fermés. Il était verrouillé de l'intérieur et la clé était toujours dans le trou de la serrure. Lorsque j'ai ouvert la porte, ma femme, Madame Recher et Anna Kirmer étaient présentes. Après avoir ouvert la porte, j'entrai dans la pièce et y trouvai Robal, allongé mort, sur le sol. Elle s'était abattue. Je ne peux donner aucune raison pour laquelle elle s'est suicidée. Madame Maria Recher dira « Le 18 septembre 1931, vers 3h de l'après-midi, j'entendis la porte de Robal se verrouiller. Un peu plus tard, j'ai entendu un petit bruit provenant de la chambre de Robal, comme si quelque chose avait été renversé. » Donc, petite précision, elle est un peu sourde. Je n'y ai pas prêté d'attention particulière. Vers 10h du soir, j'ai voulu préparer le lit de Robal, mais j'ai trouvé la porte de sa chambre toujours verrouillée. En frappant, je n'ai reçu aucune réponse et j'ai pensé que Robal était sorti. Donc comme dit précédemment, Gélie avait dit qu'elle devait sortir au cinéma, donc personne ne s'inquiète de voir sa chambre fermée et qu'elle soit absente. Anna Winter dira « Vers 3h de l'après-midi, le 18 septembre 1931, j'ai vu Madame Robal entrer dans la chambre d'Hitler très bouleversée, puis se précipiter dans sa propre chambre. J'ai trouvé ça étrange. Maintenant, je pense qu'elle est allée chercher le pistolet dans la chambre d'Hitler. Pourquoi Robal s'est suicidé, je ne sais pas. » Et après, il y a aussi la version de Julius Schaub, qui est à peu près la même. La seule chose qui change, c'est qu'il dit qu'ils ont eu besoin de l'aide d'un serrurier pour ouvrir la porte. Mais Julius Schaub, à ce moment-là, est avec Hitler. Est possible qu'il ait interprété le fait que la porte était verrouillée de l'intérieur, qu'ils ont dû faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte en question. Et donc forcément, lors de la découverte du corps, ils ont appelé la mère de Gélie, Hitler et la police. Et dans le rapport de police, il est dit « Le corps gisait dans la pièce, qui n'avait qu'une seule entrée et une fenêtre donnant sur la Prinzgenstenplatz, face contre terre au sol, devant le canapé, sur lequel nous avons trouvé un pistolet Walter de 6,35 mm. Le médecin de la police, Müller, a déterminé que la mort avait été causée par un poumon perforé et, sur la base de l'état du corps, cela s'était produit il y a certainement 17 ou 18 heures. Le projectile, c'était un impact rapproché, placé directement contre la peau dans l'ouverture de la robe et pénétrant le corps au-dessus du cœur, qui n'était pas endommagé. La balle n'avait pas quitté le corps, mais devait être ressentie sous la peau, sur le côté gauche du dos, quelque part au-dessus du niveau de la hanche. Donc alors, tout le monde dit suicide, mais
cela peut être un accident. Même la mère de Gélie par la suite dira que c'est un accident. Parce que quand Gélie s'est tirée dessus, elle était en train d'écrire une lettre à une amie, d'autres disent à un homme, donc certainement le violoniste, et la lettre n'est pas finie. Donc dans la lettre, en gros, elle disait qu'elle devait aller à Vienne retrouver quelqu'un, donc une amie ou son amant, et justement qu'après ils devaient se retrouver et qu'ils allaient aller justement dans une station thermale près de Vienne, et la lettre n'est pas finie, cela s'arrête en pleine phrase. Donc peut-être au moment où le coup est parti. Donc beaucoup, comme je le disais, beaucoup pensent au suicide, mais pourquoi écrire une lettre pour prévoir des vacances si l'on pense à se suicider? Et de plus, Streeck, son nouveau professeur de chant de Munich, dira qu'elle lui avait téléphoné pour lui dire qu'elle partait pour Vienne dans 2 jours et qu'elle lui ferait savoir la date de son retour. Donc encore une fois, pourquoi informer son professeur de chant que vous êtes absent quelques jours si c'est pour vous suicider par la suite? De plus, elle tenait l'arme de la main gauche alors qu'elle est droitière et l'arme était un peu en hauteur, appuyée contre le poumon. En gros, c'est comme si elle aurait été assise et qu'une personne se serait tenue debout à côté d'elle en pointant l'arme du haut vers le bas. Donc encore une étrange façon de se suicider parce que, comme dit, la balle part du haut et descend jusque dans le bas du dos, tout ça en évitant le cœur du côté gauche. Donc encore une fois, les gens diront il y a d'autres façons de se suicider. Donc beaucoup de questions sans réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas morte sur le coup et elle a suffoqué avant de mourir. Donc du côté d'Hitler, lorsqu'il découvre le corps, Hitler lui est parti de son hôtel et sur la route, un véhicule est derrière eux, il klaxonne et essaye de les doubler. Hitler, qui pense à un guet-apens ou à quelque chose de chelou, demande à Julius Schreck d'accélérer jusqu'au moment où il se rend compte que le véhicule qui les poursuit est un taxi et qu'il y a un groom d'hôtel à bord. Donc finalement le véhicule s'arrête et le groom d'hôtel dit que Monsieur S a appelé et que c'est très urgent, qu'il faut qu'il réponde. Donc Hitler retourne à l'hôtel et téléphone à S et Hoffmann dira que Hitler criera au téléphone « Oh mon Dieu !» et que après ce n'était plus que des cris. Et que Hitler dira « S, répondez donc, oui ou non, vit-elle encore? S, sur votre parole d'honneur, d'officier, dites la vérité. Vit-elle ou est-elle morte ?» Et S ne répondra pas et coupera le téléphone. Hitler est hystérique et ils reprennent la route à fond pour Munich. Et il semblerait même que l'on a retrouvé une amende ce jour-là pour Julius Schreck pour excès de vitesse. Donc quand Hitler arrive dans la chambre, le corps de Gélie n'est plus là, il a été retiré, donc Hitler arrive vers 14h30, 15h, et lorsqu'il arrive il y a les domestiques, et il y a également Schwarz Franz, Gregor Stresser, Baldur von Schirach, Max Amann et Rudolf S. Donc eux ils sont arrivés dès la matinée à l'appartement, et ils ont discuté de comment ils allaient expliquer l'histoire à la presse. Finalement, Baldur von Schirach téléphone à Adolf Dressler du service presse de la Maison Brune et lui demande de dire à la presse qu'Hitler était en deuil profond après le suicide de sa nièce. Finalement, Baldur von Schirach rappellera juste après en disant de dire que cela était un accident. Donc Hitler sera interrogé également par la police après son arrivée et il dira que sa nièce avait été inscrite à l'école de médecine, mais avait ensuite perdu tout intérêt et avait commencé à étudier le chant. Elle était sur le point de se produire quelque part bientôt, mais sentait qu'elle n'était pas tout à fait prête et voulait prendre des leçons supplémentaires avec un professeur à Vienne. Donc Hitler, l'avait accepté, à condition que sa mère, qui vivait à Berchtesgaden, la rejoigne à Vienne. Et quand elle ne voulait pas faire cela, il avait abandonné le plan de Vienne. Elle devait être en colère contre cela, mais ne semblait pas particulièrement bouleversée lorsqu'il est parti en voyage vendredi après-midi. Il lui avait dit calmement au revoir. Elle a dit une fois après avoir participé à une séance impliquant la lévitation d'une table,
qu'elle ne mourrait probablement pas d'une mort naturelle. Donc, nous savons de par Hitler et le rapport de police que le sujet, certainement de la dispute de l'après-midi, était justement son voyage à Vienne. Elle voulait partir, mais lui ne lui accordait son voyage que si sa mère était là-bas. Bien que Gélie a dit à son oncle que c'était pour faire des études de chant, nous savons de par sa lettre qu'elle allait à Vienne plus pour faire des vacances que travailler. Et de plus, il y avait bien un télégramme daté du jour de la mort de Gélie, écrit par Glossner Kramer, un de ses amis, qui dit « Attendons ton arrivée à Vienne, tout est prêt pour toi. Meilleures salutations de Vienne. » Donc, que Hitler veuille ou non que Gélie parte à Vienne, Gélie a organisé son voyage et a prévu de partir. Donc Hitler, lui, ne peut pas rester dans son appartement où Gélie est mort. Il fait une sorte de dépression et il part dans une des villas de Müller près de Terngersey en disant à Hoffmann qu'il veut rester là jusqu'à ce que Gélie soit enterré, puis il irait à Vienne sur sa tombe. Et Stresser et Hoffmann resteront avec Hitler. Stresser prendra même l'arme d'Hitler en ayant peur que Hitler veuille se suicider. Ce n'est pas que Hitler s'est menacé avec une arme ou quoi que ce soit, c'est que Hitler a dit qu'il voulait en finir avec tout ça. Donc la politique, tout le tralala, enfin bon, Hitler n'allait visiblement pas bien. Donc il y aura énormément de rumeurs sur le fait que Gélie soit morte. Donc le père Bernard Stempf dira que Gélie était enceinte d'un homme juif et qu'Himmler lui aurait conseillé de se suicider pour trahison. Donc ce monsieur sera abattu lors de la nuit des longs couteaux et d'après certaines informations par Émile Maurice en personne. Il n'y a pas de preuves, mais beaucoup disent que c'est lui. D'autres histoires diront que c'est Hitler lui-même qui l'a tué, mais nous savons que cela n'est pas possible. Après, il y a des histoires comme quoi c'est Hitler qui lui aurait laissé l'arme en disant à Gélie qu'elle devait se suicider. Ensuite, il y a la version que c'est Himmler en personne qui serait venu la tuer. Et il y a la version comme quoi ce serait une femme jalouse de Gélie qui l'aurait tué. Bon, il doit bien avoir d'autres versions, mais c'est déjà pas mal. Et Bridget Hitler, donc qui est la mère de Patrick Hitler, le neveu de la branche anglaise, dira que son fils avait obtenu d'Annie Winter, la gouvernante d'Hitler, qu'elle avait entendu la dispute entre Gélie et Hitler, où Gélie voulait aller et rester à Vienne. Hitler avait donné son accord, mais avait changé d'avis. Et Hitler dira à Gélie « Tu dis que tu dois aller à Vienne, est-ce pour voir ce sale juif, celui qui prétend être professeur de chant? C'est ça? L'as-tu revu en secret? Que tu t'occupes de lui? Dis-moi la vérité maintenant. Pourquoi veux-tu aller à Vienne ?» Et Gélie de répondre « Je dois aller à Vienne, oncle Alf, car je vais avoir un bébé. » Donc là aussi, information à prendre avec des pincettes. Annie Winter n'a jamais parlé de la conversation exacte de la dispute. Il y a certes l'histoire de Vienne, mais après le fait de l'histoire du bébé est un peu tiré par les cheveux. Et Bridget Hitler dira justement que le fait que Gélie était enceinte du violoniste n'était pas un secret dans la famille Hitler, que tout le monde était au courant. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas d'autopsie de Gélie. Elle sera immédiatement mise dans un cercueil plombé et envoyée à Vienne sur demande de sa mère. Et donc certains diront que Gélie a été tuée justement pour éviter ce scandale. Mais comme les historiens disent, pourquoi éviter ce scandale en la tuant dans l'appartement d'Hitler? C'est justement le fait qu'elle soit morte dans l'appartement d'Hitler qui sera le plus gros des scandales. Donc la presse de l'époque va se lâcher, ils diront énormément de choses, et Hitler en sera même malade. Donc le Münchener Neuer Nachrichten dira qu'une jeune étudiante s'est tiré une balle en plein cœur, et que le pistolet a été trouvé près d'elle, que la jeune femme vivait chez son oncle, mais ils ne préciseront pas le lien entre elle et Hitler. Le Münchener Post dira qu'après une énième dispute entre Hitler et sa nièce, sur le fait qu'elle voulait aller à Vienne, se fiancer, et qu'Hitler y était fortement opposé, Hitler a quitté son appartement, la jeune femme a été retrouvée morte, et sur son corps, il y avait
de graves blessures et son nez était cassé. Il y avait également une lettre écrite pour une amie de Vienne. Gélie avait bien l'intention de se rendre à Vienne. Donc vous pouvez voir que le journal suppose que Gélie avait été battu avant d'être tué. Donc le fait qu'ils disent que son nez a été cassé, ce n'est pas que le nez a été cassé, c'est juste que comme elle a été appuyée sur son nez pendant 17-18 heures, allongée sur le sol, le nez s'est aplati, et aussi, comme ils disent, des traces de blessure, ce n'est pas des traces de blessure, c'est juste comme elle a suffoqué à cause du poumon perforé, son visage a changé de couleur. Et justement, dans le rapport des femmes qui ont nettoyé son corps pour le mettre dans le cercueil, il est dit qu'il n'y avait aucune trace de blessure sur le corps de Gélie. Mais les journalistes se lâchent dans tous les sens. Donc là, c'est juste un exemple, mais il faut savoir que tous les journaux de l'époque, ils se sont complètement lâchés. Donc Hitler contestera le Münchener Post pour sa couverture de la mort de sa nièce et demande une rétractation conformément à l'article 11 sur le droit de la presse, etc. Donc en 1, il dit « Il est inexact de dire que je me suis constamment disputé avec ma nièce Angela Robal, ou que j'ai eu une dispute animée le vendredi 18 septembre ou avant. La vérité est que je n'ai eu aucune sorte de querelle ou de dispute avec ma nièce. 2. Il est faux de dire que j'étais contre le voyage de ma nièce à Vienne. La vérité est que je n'ai jamais été opposé au voyage prévu de ma nièce à Vienne. » Donc là encore une fois, Hitler dit la vérité. Il n'est pas contre le voyage de sa nièce à Vienne si elle part avec sa mère. 3. Il est faux que ma nièce envisageait de se fiancer à Vienne ou que j'ai eu une objection à l'engagement de ma nièce. Il est vrai que ma nièce, angoissée de ne pas avoir assez de talent pour une représentation publique, a voulu aller à Vienne pour qu'un orthophoniste de premier plan teste sa voix de manière plus approfondie. Donc comme dit précédemment, sa nièce a dû dire à son oncle qu'elle partait à Vienne pour travailler son chant, mais tout nous fait croire qu'elle partait pour faire des vacances. Et 4. Il est faux de dire que j'ai quitté mon appartement le 18 septembre 1931 à la suite d'une vive discussion. Il n'y a eu aucune scène et aucune perturbation lorsque j'ai quitté mon appartement ce jour-là. Donc, Gélie est enterré le 23 septembre 1931 à Vienne, et donc sa famille est présente, et Ernst Röhm et Heinrich Himmler représentent Hitler lors de l'enterrement. Hitler n'est pas présent, et il y a plusieurs versions. Il y a la version comme quoi le gouvernement autrichien à cette date ne l'a pas encore autorisé à rentrer en Autriche, donc il ne peut pas rentrer et venir pour l'enterrement. Et une autre version, c'est qu'il doit faire un discours à Hambourg, donc c'est pour cela qu'il a retardé son voyage à Vienne. Et une autre version, Hitler est trop triste et il ne veut pas que tout le monde le voit dans un état d'hystérie le jour de l'enterrement. Le 26 septembre, Hitler va sur la tombe de Gélie. Donc encore une fois, plusieurs versions. Il y a la version où Hitler a reçu l'autorisation des Autrichiens pour une durée de 24 heures et il reste sur la tombe de Gélie 3 heures. Et il y a la version où il n'obtient pas l'accord et passe en fraude la frontière et il ne reste que 25 à 30 minutes sur la tombe de Gélie. Et dans ceux qui l'ont accompagné, il y a encore deux versions. Il y a la version de Julius Schreck, son chauffeur forcément, et il y a une version aussi qui dit que c'est Emil Maurice qui a conduit Hitler au cimetière. Et ils se sont recueillis tous les deux sur la tombe. Nous savons que Emil Maurice n'est plus chauffeur à cette époque, mais peut-être que pour l'occasion, ils auraient pu se rassembler. Quoi qu'il en soit, quelque chose a dû quand même rassembler Hitler et Emil Maurice, parce que j'ai vu chez des historiens assez réputés qu'ils ont fait la paix en 1933, donc ils sont redevenus des amis. Mais dans le journal intime de Goebbels, Goebbels nous dit qu'il part prendre le café avec Hitler chez Emil Maurice en 1932. Donc si Hitler et Goebbels prennent le café chez Emil Maurice en 1932, cela veut dire qu'ils sont redevenus des amis en 1932, voire en 1931. Nous n'avons pas la date précise,
Donc peut-être que cette histoire d'Émile Maurice qui accompagne Hitler peut être véridique. Et aussi une autre histoire qui est dit que lors du rapport de police, il est dit que dans la chambre de Gély, il y avait une photo de sa mère et une d'Émile Maurice. Donc on pourrait croire que Gély n'a jamais complètement oublié Émile Maurice. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, par la suite, Hitler gardera les deux chambres de Gély intactes, donc sa chambre à Munich et la chambre au Berghof, comme si elle ne l'avait jamais quitté, et les seules personnes autorisées à rentrer dans la chambre sont Hitler et la domestique qui change régulièrement les fleurs. Hitler fera faire 2 bustes de Gély, donc un buste qui ira dans la chambre à Munich et un autre au Berghof, et Hitler aussi fera faire une toile de Gély en format grandeur nature. Donc par contre pour le portrait, il semblerait qu'il finira à la chancellerie. Donc pour la petite histoire, comme Hitler a gardé tous les souvenirs de Gély, c'est la gouvernante Winter qui prendra les affaires de Gély pour les revendre après la guerre. À savoir qu'elle aura des ennuis parce qu'elle revend des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc à l'unanimité, les proches d'Hitler diront que depuis la mort de Gély, il a changé. Il y a quelque chose en lui qui n'était plus comme avant. Et pour finir, Émile Maurice se mariera en 1935 et Hitler ne viendra pas au mariage d'Émile Maurice. Comme nous l'avons vu, Émile Maurice et Hitler ont refait la paix. Ils redeviendront très proches. Dès que Hitler passe à Munich, il va voir son vieil ami. Et nous le voyons dans beaucoup de photos avec Hitler lors de rassemblements. Et Hitler a été présenté à la future Madame Émile Maurice. Le jour du mariage d'Émile Maurice, donc il ne vient pas au mariage de son ami, mais il lui envoie une lettre pour dire qu'il leur rendra visite plus tard, et aussi de l'argent. Et donc par la suite, il tiendra parole, il leur rendra visite. Quoi qu'il en soit, Hitler ira souvent chez Émile Maurice, ils habitent dans la même rue à Munich. Donc pour petite information, lorsque Hitler vivait dans sa petite chambre, les parents d'Émile Maurice vivaient dans la même rue qu'Hitler. Donc Émile Maurice et Hitler étaient quasiment voisins. Et lorsque Émile Maurice s'est marié avec sa femme, ils ont emménagé dans un logement près du nouveau logement d'Hitler. Et il est dit que Émile Maurice et sa femme allaient souvent dans le logement d'Hitler, même quand Hitler n'était pas là. Donc il leur prêtait son logement. Donc petite information, Himmler est en rage parce qu'il voulait déjà virer Émile Maurice de la SS alors que Hitler a laissé faire. Parce que, rappelons-le, Émile Maurice a un grand-père juif et pour être dans la SS, il faut qu'un soldat n'ait pas de juifs dans sa famille depuis 1800 et pour un officier depuis 1750. Et Émile Maurice est officier dans la SS et son grand-père est juif. Donc déjà, Hitler passera outre la demande d'Himmler et par la suite, Émile Maurice se marie avec une Aryenne et encore une fois, Himmler râle et Hitler, encore une fois, laisse Émile Maurice en disant que Émile Maurice et sa famille sont des Aryens de sang parce qu'ils se sont battus aux côtés du parti depuis le début. Et petite information supplémentaire, Émile Maurice en 1933 aura peur pour sa vie, donc c'est lui qui racontera cette histoire. Il ira trouver Hitler pour dire qu'il a peur qu'Himmler le fasse tuer. Un de ses amis, l'ancien commandant de la SS, a été kidnappé et a été retrouvé mort après avoir été torturé. Et Émile Maurice pense que cela vient de Himmler et il a peur. Et Hitler convoquera Himmler en faisant jurer à Himmler qu'il n'y arrivera rien à Émile Maurice. Et Himmler n'a d'autre choix qu'obéir au Führer. Donc voilà pour la petite histoire. Donc comme dit précédemment, nous retrouverons des objets de Gély aux enchères, prises par la gouvernante Winter, et des lettres d'Émile Maurice, mises aux enchères par sa femme en 1993. Et comme dit précédemment, Émile Maurice ne fera aucun livre et ne parlera à aucun journaliste sur tout ce qu'il savait. Il gardera ses secrets dans la tombe. Donc voilà, cette longue histoire est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et que cela vous a éclairé sur Gély et je vous souhaite une bonne journée.